Le point sur la situation sanitaire. Nous le faisons, nous suivons tout cela, je dirais pratiquement jour par jour. Nous faisons un point pour ceux qui suivent les conseils communautaires et les conseils municipaux. La situation n'est pas bonne. Vous le savez, elle n'est pas bonne en Europe, elle n'est pas bonne dans le monde, et elle n'est pas bonne à La Rochelle. Nous avons aujourd'hui un taux d'incidence sur la Charente-Maritime qui est de 1500, 1800 pour la région, et sur l'agglo de La Rochelle, 1250, c'était le taux sur la semaine passée. Les hospitalisations sont également en croissance. Nous avons 114 hospitalisations en Charente-Maritime et beaucoup de monde en réanimation. À La Rochelle, vous vous rappelez, la semaine dernière, nous avions 9 personnes en réanimation. Aujourd'hui, c'est 14. C'est saturé. Et la question que vous avez à l'esprit, le ratio entre les personnes vaccinées et les personnes non vaccinées à l'hôpital, en réanimation, sur 14 personnes que je viens de citer, 10 n'ont pas de schéma vaccinal complet. C'est-à-dire que quand on dit souvent qu'en n'étant pas vacciné, on multiplie par 10 les risques de faire une forme grave, eh bien, vous voyez bien, nous sommes pratiquement dans ce ratio-là. Nous avons un taux de vaccination très élevé en Charente-Maritime, et à La Rochelle, on est aux alentours de 90%, on atteint des taux, on croit qu'on est le 3e taux en France, la Bretagne qui est en pointe, et la Charente-Maritime. La Vendée, le Finistère et la Charente-Maritime. Voilà, donc on est dans le trio de tête sur le niveau de vaccination. L'engagement, je vais venir, total pour vacciner. Eh bien, malgré cela, on voit encore des gens non vaccinés. On les retrouve évidemment avec des comorbidités, comme on dit souvent, des personnes qui sont en surpoids important. Eh bien, on retrouve à l'hôpital. Aujourd'hui, l'hôpital est saturé. Voilà, il n'y a plus de place aujourd'hui. D'où l'importance de vacciner, vacciner, vacciner. Je redis ici localement ce qui se dit à d'autres efforts. Et là, je veux adresser un grand coup de chapeau à toutes les équipes qui sont mobilisées sur la vaccination. La vaccination, c'est un effort conjoint. D'abord, bien sûr, de celui qui fournit les vaccins, l'État, l'Agence régionale de santé. L'engagement des médecins, parce qu'il y a, vous l'avez vu, là, vous êtes vaccinés, il y a bien sûr une coordination par une femme que vous connaissez bien, Nadia Baron, coordination à l'échelle de l'agglomération. Ensuite, des infirmières en nombre, des personnels administratifs en nombre. Nous avons déplacé le centre de vaccination, vous l'avez suivi. La première semaine de vaccination, on est déjà sur un nombre important de vaccinations, puisque nous en avons fait 4620 la semaine dernière, et on a déjà plus de 6400 réservations pour la semaine en cours. Voilà, on monte en puissance. Et dans ces vaccinations, il y a encore des primo-vaccinations. Ce qui veut dire que le taux va monter, les personnes vaccinées va doucement monter. C'est évidemment la grande majorité, c'est des troisièmes doses, avec notamment la règle d'État qui a été de baisser la durée entre la deuxième dose et la troisième dose. Évidemment, ça fait un afflux. Le centre de Mireuil vaccine beaucoup également. Et puis celui de Châtellerault également. On a aujourd'hui 3 centres, dont un majeur qui est le Parc Expo. Et les équipes, certains d'entre vous, vous avez pu aller voir, ont fait un travail de transfert formidable. Et quand je dis tout le monde s'y est mis, je veux saluer le Parc Expo. C'est eux qui ont aménagé l'intérieur du bâtiment dans lequel on fait la vaccination, mais aussi tous les personnels administratifs, tous les personnels de santé, tous les logisticiens. Il a fallu tirer des réseaux informatiques, il a fallu faire un centre d'adaptation. Tout ça, ça s'est fait dans les temps prévus. Et aujourd'hui, le centre fonctionne. Sur les enfants, sur les 5-11 ans, la vaccination sera à l'hôpital. L'information que vous avez peut-être déjà, à partir du 19 janvier prochain. Les vaccinations pédiatriques ne sont pas les mêmes organisations que les vaccinations d'adultes. Cet engagement au niveau de la ville et de l'agglomération est important. Les moyens budgétaires qu'on a mis, on a fait le maximum. On n'a pas regardé à la dépense. Alors, certains cas, on est remboursé par l'ARS. Là, je crois qu'on a encore des dossiers en cours. Mais ce sont des sommes importantes engagées par l'agglomération parce qu'il s'agit là d'une priorité. Un mot, j'ai une déception. C'est que le député de notre circonscription a voté contre, je dis bien contre, le pass vaccinal. Je pense que ça ne reflète pas du tout
l'état d'opinion de notre circonscription. Je crois que quand il y a des décisions importantes à prendre, on peut certainement considérer que le texte peut être amélioré. Il y a toujours des choses qui peuvent s'améliorer. Mais je pense qu'à un moment donné, on doit avoir le sens de la responsabilité sur ces sujets-là. Et ce qu'on vient de voir avant montre le lien très fort entre le pass vaccinal, le pass sanitaire d'abord, puis le pass vaccinal aujourd'hui, et le niveau de vaccination. Aujourd'hui, en France, la vaccination n'est pas obligatoire parce que ça serait compliqué à contrôler. La méthode mise en œuvre est de dire vous voulez aller dans un restaurant, dans un bar, dans un cinéma, vous devez montrer le document qui le permet. Et c'est une manière plutôt efficace. D'ailleurs, si une immense majorité des pays européens ont fait la même chose, quelques cas en vaccination obligatoire, je crois, en Italie, mais c'est quand même une méthode qui fait ses preuves aujourd'hui. Donc voilà, je déplore ce vote négatif, dont je ne comprends absolument pas le sens. Je voulais aussi saluer l'attitude des habitants et des restaurateurs. Un petit témoignage personnel, hier j'étais dans un restaurant, la personne derrière moi a oublié son passe. Et bien il n'a pas pu rentrer. Et je dis au restaurateur, est-ce que ça vous arrive souvent de refuser des gens? Ils disent 3-4 cas, c'est pas fréquent, mais ça arrive. Et je lui dis, mais ça vous fait perdre de l'activité un peu? Il me dit, vous savez, la santé est prioritaire. Je n'ai pas vu un restaurateur à La Rochelle, un bar, se plaindre de la mise en œuvre du pass sanitaire aujourd'hui et du pass vaccinal demain. Vous le voyez vous-même dans des villes courantes. Aujourd'hui, tout le monde joue le jeu parce qu'il y a un enjeu principal. Voilà pour le premier thème, et puis je vous proposerai qu'à la fin on échange sur les questions sur le thème. Vous pensez que je n'ai pas été assez clair? Permettez-moi de saluer l'équipe qui est autour de moi, le premier vice-président de l'agglomération qui fait un travail considérable. Quand moi je fais des conférences de presse, lui il travaille. Il est là aussi. Non mais en fait, je joue un rôle considérable. Catherine, à l'échelle de la ville, et M. Marie de communication. La Rochelle 2022, force sociale. C'est une année formidablement tournée vers le ciel. Un certain nombre de rendez-vous sont déjà fixés. Et on va avoir tout un calendrier. Alors, comme ce calendrier est en cours d'élaboration, il y a notamment des événements culturels maritimes qui vont venir compléter le programme, eh bien, nous donnerons le fin janvier, le 31 janvier, le calendrier complet des événements. Vous en avez déjà plusieurs à l'esprit. Dans le domaine de la plaisance, ce sera l'anniversaire du sport de plaisance, c'est 50 ans du Grand Pavois également, bien évidemment. Dans le domaine de la pêche, ce sera les assises de l'économie de la pêche qui auront lieu à La Rochelle. Dans les domaines maritimes, le grand port maritime a préparé les terrains où on aura le début de la construction du nouveau grand chantier naval de La Rochelle. On aura les premières pierres du pôle nautique à La Rochelle, donc dans tous les domaines, on va gagner. On a une nouvelle qui nous déçoit, mais on la craignait. Nous allons accueillir la présidence française de l'Union européenne. Beaucoup d'éléments vont être en visio. On a eu l'information hier soir. Il y a actuellement une réunion en préfecture pour voir comment on s'adapte. La ministre sera présente à La Rochelle. Madame Girardin a établi ses quartiers à La Rochelle, mais ça vaut pour tous les événements. Ça ne touche pas que La Rochelle. Tous les événements qui étaient prévus et déconcentrés en région seront en visioconférence. C'est une décision qui a été prise à l'échelle de l'Union européenne. Évidemment, je ne vais pas vous cacher que c'est une déception. On aurait aimé accueillir de toute manière, on va maintenir les événements qui sont prévus, expositions. Accueil de la jeunesse, il y a des discussions. Actuellement, mon directeur de cabinet est en discussion avec la préfecture. On est en train de travailler, on vit en temps réel. On le craignait, mais voilà. Donc on aura des éléments en visio. Ce ne sera pas aussi, je dirais, fort que ce qu'on aurait espéré. Mais voilà, c'est la situation de la pandémie à l'échelle européenne. Les éléments forts, c'est l'accueil de jeunes avec Surfrider, c'est une exposition immersive sur l'Europe bleue, avec une exposition complémentaire sur les paysages du littoral, et puis bien sûr ce sommet, mais qui aura lieu pour une large part en visio. Et nous mettons en valeur à l'échelle européenne, parce que vous tenez la France à la présidence pendant ces 6 mois, vous avez vu que les tours de La Rochelle sont en bleu, comme l'ont fait d'autres villes
et notamment Paris, pour marquer cela, même s'il y a une petite panne de temps en temps sur une détour. Pour l'échelle, l'hôtel de ville est en bleu. Et on va aussi marquer aux couleurs européennes, vous devez aller voir apparaître à la fin du mois de janvier, un certain nombre de bâtiments. Dans des mairies de l'agglomération, la présidence française sera mise en valeur. Un mot sur un élément qui est passé un peu inaperçu fin décembre. Nous avons délibéré à l'agglomération, et on l'a fait à la ville auparavant, sur la nouvelle organisation de notre administration. L'administration de la ville et de l'agglomération se rapproche de plus en plus. L'objectif, c'est une délibération qui est passée au mois de décembre à l'agglomération et au mois d'octobre. Nous avons déjà une directrice commune à la ville et à l'agglomération. Nous allons beaucoup plus loin dans cette organisation avec une approche qui sait se mettre à la place du citoyen, de mutualiser et essayer d'apporter aussi le maximum de services à l'ensemble des communes de l'agglomération. Que des agents de l'agglomération puissent être disponibles pour donner du temps au maire d'une commune qui a forcément un service moins important. Je ne pense pas d'une ville aussi importante que la Gorre, mais des communes plus modestes, qui ont un personnel nombreux, de dire que voilà, une commune de 1500 habitants a forcément moins de services, donc elle a besoin qu'on l'aide juridiquement, techniquement. Voilà. Donc on va libérer du temps grâce à cette nouvelle organisation. Et puis, quand je disais tout à l'heure, on se met à la place du citoyen, j'aime bien illustrer ça par 2-3 sujets précis. Auparavant, la direction de la mobilité c'est l'agglomération, était différente de la direction de la gestion de la voirie. Or, quand vous aménagez une rue, il faut penser au bus qui va passer. Je vois Denis Leroy qui a bien connu ces sujets-là. Il faut qu'on sache comment il y a un rayon de gération, comment on fait un arrêt de bus qui ne gêne pas les flux, et puis cyclable, tout pareil. Donc, on aura une direction unique qui chapeautera tout ce qui touche à la mobilité et à la voirie. Ça permettra ainsi d'avoir une cohérence dans tous les aménagements et non pas des rivalités qui peuvent parfois apparaître. Et derrière ça, il y a des budgets, il y a des gestions humaines, donc ça permet d'avoir de la cohérence. On se met à la place du citoyen, il faut que la voirie fonctionne bien avec les mobilités, et bien direction commune. Je vais prendre un autre exemple, déchets et propreté urbaine. Un sac poubelle qui est mis en temps et en heure dans la rue, ça relève de la gestion des déchets de l'agglomération. Un sac poubelle qui a été éventré par un coup de pied malencontreux, ça devient des déchets disséminés sur le sol, ça devient la propreté urbaine. Vous imaginez que dans la gestion de notre territoire, ça peut poser, alors c'est à vous de faire, non, c'est à vous, un dépôt sauvage à côté d'un point d'apport volontaire. Ça n'arrive jamais, vous voyez bien. Eh bien, là encore, je veux que les services travaillent ensemble, propreté urbaine et gestion des déchets, ça doit être la même équipe. Or, un est municipal, l'autre est communautaire. Et je pourrais illustrer ça de manière très importante. Est-ce que, par exemple, la gestion de la culture, qui est de compétence municipale, n'a pas à voir avec les équipements communautaires qui sont de compétences communautaires, coursives, sirènes, médiathèques, etc. Là, pareil, direction commune de la culture à l'échelle municipale et à l'échelle communautaire. Donc ce plan d'organisation a été adopté à la fin du mois de décembre, et vous allez me dire, oui, mais ça c'est l'organisation interne. L'objectif, c'est avant tout de s'intéresser aux citoyens, d'avoir de la cohérence, et plutôt qu'on appelle un service, il n'y ait pas la réponse, oui, mais attendez, vous appelez la propreté urbaine, ça dépend de la gestion des déchets. Non, on veut qu'on apporte tout de suite la bonne réponse. Un certain nombre de villes sont dans la même démarche, mais je pense qu'on va être dans les gestions les plus modernes en termes... Voilà, donc là on était dans l'actualité. Coup d'accélération sur la démocratie locale. 2022, on va voir apparaître un certain nombre de méthodes de travail pour développer la démocratie locale, tant à l'échelle d'agglomération qu'à l'échelle de la ville. Je vais commencer par le Conseil de développement, qui est une institution
de l'agglomération. Il était constitué de personnes ayant déjà apporté leur réflexion, leur concours, des gens qui avaient de l'expérience. On le rebrasse complètement pour qu'il y ait des citoyens, un peu, je vais dire de tous les jours, des citoyens qui puissent apporter leur regard. Et donc, au premier trimestre, on aura un projet de nouveau conseil citoyen à l'échelle de l'agglomération profondément remodelé. Je viens à l'échelle municipale. Nous avions un comité éthique. Nous avons fait le bilan avec le comité éthique qui était là auparavant. On va remodeler complètement le comité éthique dans ses destinations. Nous l'avons fait avec l'ensemble des groupes politiques composant le conseil municipal. Premier trimestre, le comité éthique sera renouvelé avec des missions qui vont un peu évoluer. Conseil municipal des enfants, pareil, réflexion, certaines communes de l'agglomération en ont déjà. On met en œuvre, mais aussi avec une vraie volonté de représentation de la jeunesse. Je dirais calendrier de travail, premier semestre de l'année 2022. Et puis un dispositif que vous avez déjà vu apparaître, qui s'appelle Dessine-moi. Dessine-moi à la place de Montréal, Dessine-moi Gabu. Un travail directement avec les citoyens, les associations, pour préparer un certain nombre de projets, de se dire quelles sont les attentes. C'est notre collègue Eugénie Tacnoir qui porte cela. Et donc, on va activer, ça a déjà lancé sur le Gabu, sur la place de Montréal, pendant tout le printemps et jusqu'à l'été, des restitutions que nous attendons en septembre sur l'aménagement à la de la place de Montréal et au Gabu, et une systémisation de cet outil pour l'année 22 et ensuite, pour comment associer mieux la population à des besoins. Un mot sur les réunions de quartier. Les réunions de quartier, depuis la pandémie, nous les avions suspendues. Nous avions espoir de les remettre au printemps. Quand nous avons édité le journal municipal, nous avions plein d'espoir, puisque nous avons écrit juste avant les fêtes. Et puis patatras, la pandémie est arrivée et se renforce, vous vivez tous au quotidien. Nous ne ferons les réunions de quartier qu'en septembre, contrairement à ce qui est écrit dans le journal municipal qui vient d'être publié, parce que le fait de la pandémie, aujourd'hui, on ne peut pas programmer sur le printemps, et sur la deuxième moitié du printemps, on va avoir des élections législatives, pardon. Et j'en vois que ça fait rire. Présidentielles et législatives. Avoir des réunions de quartier en même temps qu'une élection législative, ça peut compliquer les choses. On se dit que les réunions en présence des habitants d'un quartier, en septembre, on prépare un dispositif complet, ce qui n'empêche pas qu'au printemps, on aura plein de réunions thématiques, ici ou là, quand il y a un aménagement, un équipement, on fera des réunions plus thématiques. Mais les réunions de quartier complètes en présence avec 200, 300 personnes, ça, on attend la rentrée de septembre pour les mettre en œuvre, ce qui est une différence par rapport à ce qui est marqué. Alors, heureusement, on a eu la prudence de marquer sous réserve des conditions sanitaires. Alors, on est obligé de se dire que ce début de printemps, c'est pas possible, et que la deuxième moitié de printemps, les élections présidentielles et législatives. Un mot très important qui va marquer toute la suite du mandat. L'ampleur des investissements. Vous voyez, certains se contentent, d'autres sont moins, quand ils voient les grues ou des aménagements dans le territoire, que ce soit à l'échelle de l'agglomération, qui votera son budget en janvier, que ce soit à l'échelle de la ville, qui a déjà voté son budget, nous rentrons dans 6-7 ans devant nous d'investissements majeurs. Alors vous voyez ceux qui sont en train de s'achever. Dans l'année 2022, la gare est en train de s'achever. Si je me tourne vers le quartier de l'Alleu, vous voyez le centre de valorisation des déchets qui est en train de s'achever. Quand vous allez sur Méreuil, vous voyez l'avancement assez important du centre Madame de Saint-Afrique, des archives municipales et communautaires. On voit ce qui s'achève. Mais il y a aussi ce qui va démarrer et ce qui va se faire sur tout le territoire de l'agglomération. On va, je commence à l'échelle municipale, avoir bientôt le lancement de la construction du centre social Christiane Fort, dont on a besoin. Le centre social de centre-ville n'arrive pas dans de bonnes conditions en termes d'accessibilité. Vous savez tout ça. On va avoir ensuite, en aménagement, je vois qu'il y a des choses à l'écran, à l'échelle municipale, le début de la réhabilitation du musée d'art et d'histoire
le partenariat avec la DRAC est en train de s'affiner. C'est un chantier qui va démarrer. La gare, elle, c'est plutôt s'achever. Vous l'avez déjà publié pour certains. On se prépare à un bel événement d'automne qui rassemblerait les 100 ans de la gare de La Rochelle et la fin des travaux. Les travaux sont finis avant, mais on ferait un seul événement qui nous montrerait les 100 ans de la gare de La Rochelle. À l'échelle communautaire, nous avons, et nous venons d'acquérir des bâtiments pour faire le conservatoire de musique et de danse, la cité Chasseloup-Lebas. L'acquisition est en train d'être faite, je crois que ça a été fait il y a quelques jours. Voilà. Et donc, derrière ça, programme, réhabilitation, plutôt que de construire de nouveaux bâtiments, on va réhabiliter seulement programme. À l'échelle communautaire, on aura un projet qui va être plutôt dans une phase d'étude, dans un premier temps, réfléchir quel programme, c'est Catherine qui en est chargée, ce sera la nouvelle piscine au nord de la commune de Lagor. Là, on ne démarre pas les travaux tout de suite. On est plutôt dans une phase, quel projet, quel contenu, vous avez été visiter pas mal de sites intéressants, c'est un chantier qui s'étalera sur un petit peu plus longtemps, probablement au-delà de la fin du mandat. J'aurais aimé qu'on tienne là, maire de Lagor aussi. Mais, dans les autres aménagements, est-ce qu'on a achevé la route des Quatre-Mailles, Simone Veil, pour être plus précis en termes de dénomination, on voit bien que là, qu'on arrive à une cohérence d'aménagement avec l'emplacement de l'hôpital. Quand on a fait l'ouverture, on a chronométré le temps pour aller de la Rocade, on voit que c'est très court, pour aller de la Rocade jusqu'à l'avenue Jean-Moulin. Eh bien, on aura, à la fin de l'année 2022, vous vous rappelez qu'on a donné une année de plus pour la exposition. Donc ensuite, on commencera dans les travaux de diagnostic archéologique, alors que ce qu'il y a dessous, et puis aussi des travaux pour connaître la nature des fondations, donc étude des sols, c'est toute une séquence d'aménagement qui va avoir lieu. Sur le quartier des Minimes, le chantier va commencer de manière imminente, le désamiantage est terminé, c'est le pôle sportif, bien sûr, le pôle voile avec le rassemblement des clubs sportifs, notamment de l'école de La Rochelle et de la SRR, sous le nom de La Rochelle Nautique. Qu'est-ce que j'ai oublié comme aménagement qu'on va avoir? Alors, il y a les aménagements de nature différente qui vont plein dans le projet de La Rochelle Territoire Zéro Carbone. C'est bien sûr les pistes cyclables. Les pistes cyclables importantes à l'échelle de l'agglomération. Avec Antoine, on a été visiter toutes les communes. La dernière, ce sera cette semaine, nous irons à Nieul. On passe une demi-journée avec les élus, on va sur le terrain, on regarde leurs attentes. La demande de pistes cyclables intercommunales est très forte. Et les maires sont prêts à s'engager. Donc là, il y a un budget important qui sera voté au sein du budget de l'agglomération et qui se répartira sur plusieurs années. On peut maintenant faire pas mal de vélos à l'échelle municipale, à l'échelle de la première couronne. Vous voyez la piste cyclable qui est en train de faire Lagor, Vendôme, 11 novembre, qui est en cours d'achèvement. Mais on peut aller à Périgny dans d'excellentes conditions. Vous avez vu qu'au bout de la rue Simone Veil, la piste cyclable passe sur le pont. Et la piste cyclable est en train de s'achever pour aller de Simone Veil jusqu'à Périgny en vélo. Donc partout, ces aménagements ont lieu. On va accélérer en milieu plutôt deuxième, troisième couronne pour permettre de faire de liaisons entre les communes, mais aussi d'avoir des liaisons de rabattement pour des questions de mobilité. Qu'est-ce que j'avais d'autre gros sujet qui va venir à l'échelle de l'agglomération, la gestion des déchets. Nous rentrons dans une période de mutation considérable et donc nous sommes en train de terminer la rénovation de l'unité de la valorisation énergétique, ça sur Michel-sur-Portneuf, un chantier qui se termine, mais on va construire de nouveaux centres de valorisation des déchets à l'échelle de l'agglomération, puisqu'on est en train de terminer l'ALE, et on va avoir une réforme de notre organisation des déchets pour prendre en compte la volonté de réduire la production de déchets. Là encore, on est en plein dans le territoire zéro carbone. Baisser, mieux trier. Le centre de tri à Trial va être profondément rénové et va probablement travailler sur une échelle beaucoup plus grande. Nous allons là probablement avoir des partenariats avec d'autres territoires à proximité de chez nous. Là encore, des investissements qui vont être très importants. Un mot sur le logement. Le logement, il est cher. Le marché libre à La Rochelle est cher. Le marché libre à Lagor, à toute l'agglomération, est cher. Notre territoire est attractif.
Et donc, nous gagnons des habitants, et un petit zoom particulier sur des communes qui, de manière apparente, ont perdu des habitants. Je rappelle que les chiffres qui sont donnés là, le gars 2019, relèvent à des mesures qui ont été faites avant, 2017, 2018, et des périodes où beaucoup de chantiers sont en cours. Dans l'exemple de la Gore, qui, sur ce tableau-là, perdait un petit peu d'habitants, mais qui, dans les faits, dès qu'on mesurera un peu plus tard, vont en avoir gagné, notamment avec tous les aménagements, ce que vous avez vu sur le parc de la Carbone. C'est la même chose sur Châtelaillon, qui va avoir cette courbe repartie. On voit le travail. Alors, ce que je veux dire, c'est que ce travail, il est avant notre PLUI. Et le PLUI va viser à ramener la population, ne pas passer en décroissance. On continuera à avoir de la croissance sur la troisième couronne, mais il faudra qu'elle soit moins forte. Parce qu'actuellement, ce que l'on voit là, vous voyez ensuite sur la route, c'est la N11, on voit des flux de là, et ça c'est pareil sur le Nice. Donc, l'objectif, c'est de ramener la population en première couronne, de ne pas avoir de décroissance, d'avoir une croissance modérée. La Rochelle était descendue à 75 000 habitants, remonte à 78 000, et va flirter dans quelques années avec les 80 000. Je rappelle que c'était la population de La Rochelle en 1980. Donc, ce travail, le travail qui a été fait au cas du pays, j'espère, entre guillemets, régulariser une chose et ramener la population là où on peut offrir du transport public de qualité. Il n'empêche qu'on est un territoire attractif. Chaque jour, nous voyons la pertinence de la société d'économie mixte que nous avons créée en fin d'année. La SEM, qui est destinée à porter du logement. Vous voyez, nous sommes ici, en limite de la partie rénovée de l'hôtel de ville, et après, vous avez la zone verte. La zone verte, on aurait pu tout simplement vendre. La ville aurait pu bénéficier de cette ressource financière pour l'injecter dans les nouveaux projets. On a créé une société d'économie mixte pour qu'il y ait une gestion publique de ces bâtiments. Nous allons pouvoir choisir à des tarifs qui ne seront pas des tarifs sociaux, mais qui ne seront pas non plus les tarifs hauts du marché, donc un tarif intermédiaire, du logement qui pourra se faire en locatif dans toute cette partie-là, et en rez-de-chaussée, choisir des commerçants. Quand vous êtes dans la rue des Gentilshommes, vous voyez, il y a encore les anciennes enseignes. Ensuite, il y a une imprimerie qui est venue à cet endroit-là. Ben là, on va remettre du commerce, rue des Gentilshommes, rue de l'Hôtel de Ville, pour qu'on puisse augmenter l'offre, mais surtout, et ça c'est le travail de Marie, avoir une offre de commerce diversifiée, parce que la société économique, ça a comme motivation, pas forcément de mettre le loyer le plus cher, mais surtout d'avoir une offre variée en termes d'offres commerciales. Donc, cette volonté politique sur le logement se traduira, et vous le verrez dans le budget que présentera Antoine en janvier, un fort effort sur le logement à l'échelle communautaire à travers notre office pour continuer à attirer une population de toute nature. Oui, on va recevoir des Parisiens qui vendent des appartements à 10 000 € du mètre et qui considèrent qu'ici à 6 000 ou 7 000, c'est pas cher, ce qui n'est pas, bien sûr pas la vision des habitants du territoire, pour qui 6 000 ou 7 000, c'est hors de prix. Donc, une offre de logement social importante qui va continuer, une offre de logement intermédiaire grâce à notre SEM, qui a été portée sur les fonds baptismaux. Le dernier vote qui a eu lieu, c'était celui de décembre de l'agglomération. Il y avait déjà eu le vote municipal. Et la mise en place statutaire de l'équipe et du délégué en janvier. Et donc offrir un logement intermédiaire à travers cette outil. Voilà les éléments. Si je cumule tous les investissements des communes, de l'agglomération et de la ville, qu'on appelle nos PPI, eh bien, 912, c'est sans les communes. Avec toutes les communes de l'agglomération, on va dépasser le milliard d'euros à l'horizon 2020. Donc, un territoire qui investit massivement pour l'avenir, avec les sujets environnementaux, isolation thermique des nouveaux bâtiments, mobilité douce au cœur de toute cette démarche. Voilà ce que l'on peut dire. Malgré le Covid, évidemment, ça nous a altéré les capacités d'études et les moyens de financement. Il n'empêche qu'on garde le cap sur un investissement très fort. 211 millions d'investissements simplement sur l'année 2022. Et là, je ne parle pas des investissements faits par d'autres collectivités sur notre territoire. À titre d'exemple, le département va faire une nouvelle caserne de pompiers. Elle est à l'intérieur de la Rocade, mais elle est sur la commune. Je ne sais pas s'il sera sur la Gore ou sur la Rochelle. Sur la Gore.
c'est sur la gorge. Donc oui, puisque la frontière, c'est le lycée. Donc, mais voilà, c'est cette nouvelle caserne des pompiers. L'État a lui-même un certain nombre d'investissements, notamment dans le plan de relance à la cathédrale, et un certain nombre de sujets. Donc vous voyez, un territoire qui investit considérablement pour des projets pour la qualité de l'avenir, ce qui va continuer à rendre notre ville très attractive. Mais l'objectif, c'est surtout la qualité de vie des gens qui y sont, avoir un territoire auquel on se déplace facilement, avec des moyens de déplacement doux, dans lequel on puisse avoir de l'emploi. Le taux de chômage, historiquement, a rarement été aussi bas. Je n'ai pas aujourd'hui des chiffres du dernier trimestre 2021, mais on était à 7,8 dans le dernier document. Donc voilà, c'est comme des périodes où le territoire se développe, même si dans les jours que nous traversons actuellement, c'est difficile pour tout le monde. C'est difficile pour tous ceux qui sont touchés par la maladie, c'est difficile avant tout pour le métier de la santé, de l'hôpital, mais dans nos propres équipes, c'est aussi difficile, puisque nous avons des absences dans un certain nombre de métiers stratégiques, restauration scolaire, personnel d'accueil. C'est difficile pour tout le monde également à l'échelle de l'agglomération. De toutes les communes, tout le monde fait de son mieux dans une période compliquée, humainement, parce que, évidemment, il faut résister, il faut passer ces semaines, en espérant que demain, le printemps 2022 verra une diminution de la maladie. Merci beaucoup de votre attention et nous sommes à votre disposition si jamais il y a des questions, des éclaircissements.